Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent, un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent des boussoles, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Il y a des histoires que l'on garde en silence pendant des années, parce qu'elles sont trop lourdes, trop complexes, trop intimes. Aujourd'hui, je reçois Claire Estia. Dans son livre « À cœur vaillant », Claire raconte un parcours marqué par un traumatisme sexuel à l'âge de 8 ans, qui a profondément bouleversé son rapport à elle-même, aux autres et au monde. Mais ce livre ne s'arrête absolument pas à ce qu'elle a vécu. Il explore tout ce qui vient après. Les mécanismes invisibles que l'on met en place pour tenir debout, la dissociation, le contrôle, l'hypersensibilité, les troubles du rapport au corps et toutes les formes d'addiction. Tout ce que l'on construit parfois sans s'en rendre compte pour continuer à avancer. Et surtout, il pose une question essentielle. Comment ne pas se résumer à ce qui nous est arrivé ? Ce que Claire raconte est un chemin de lucidité, de compréhension, de reconstruction. Un chemin pour retrouver une forme de dignité et transformer ce qui nous a fragilisés en une forme intérieure. Aujourd'hui, on va parler du corps, de la mémoire, des mécanismes de survie, mais surtout de ce moment où l'on décide de reprendre le pouvoir sur sa vie. Claire, bienvenue chez Cerveau Puissant. Merci Claire. Alors, je suis très heureuse de te recevoir parce que quand on a échangé, tu m'as tout de suite parlé de lumière et de positif. Et nous, c'est tout ce qui nous lie avec Cerveau Puissant. On commence toujours de la même manière nos interviews en posant justement cette question lumineuse. Quel est le mantra ou la situation qui te fait tenir ou qui te résume ? Le courage et la gentillesse. Ça, c'est deux points clés qui peuvent me résumer. Alors, on le voit aujourd'hui, le courage, il en faut pour écrire un livre sur une histoire douloureuse et compliquée. Qu'est-ce qui t'a donné la force, justement, de raconter cette histoire ? Mais la force, je l'avais déjà en moi parce que j'ai dû subir le traumatisme et surtout le transformer. Donc, je pense que la force, une fois qu'on l'a en soi, on l'a pour toujours. Et puis, l'envie, ça a été un hasard, en fait. Et il faut suivre son instinct, donc j'ai décidé de le suivre et de commencer cette aventure de l'écriture. Alors concrètement, ce livre raconte qu'à 8 ans, tu as été victime d'un traumatisme violent, sexuel. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'arrive à cet âge-là ? À cet âge-là, donc j'ai 8 ans, mes parents sont séparés, ma mère organise un dîner à la maison avec des amis. Et puis, il y a une personne que j'ai jamais vue et qui semble être l'ami de ma mère, même pas le compagnon, mais le petit ami de ma mère un temps en fait. Et moi, je dis bonjour aux gens. Puis après, j'ai 8 ans, donc très vite, je vais dans ma chambre, qui est assez loin du lieu où il y a ce dîner. Et puis, mais ma chambre est à côté des toilettes. Donc certainement que cet homme a dû prendre le prétexte de s'y rendre pour venir me voir et s'asseoir sur mon petit lit d'enfant et puis m'imposer des choses que je ne voulais pas faire. Alors, à ce moment-là, évidemment, comme beaucoup d'enfants, tu ne dis rien. Je ne dis rien. Tu ne dis rien suite à cet événement ? Je ne dis rien. Sur le moment, je ne dis rien parce qu'en fait, très vite, je suis coupée en deux entre le réel et l'irréel. J'ai 8 ans et je pense qu'à l'époque, plus que maintenant, à 8 ans, on ne sait rien de la sexualité. Et donc, ce que cet homme m'impose, je ne sais pas dire, je sens bien que c'est pas bien, mais je ne sais pas vraiment non plus. Par contre, très vite, il va m'imposer le secret. Et le secret chez les enfants, c'est quelque chose que l'on apprend dans les contes de fées. Donc, c'est quelque chose qui m'a imposé, c'est quelque chose que j'ai suivi parce que c'est quelque chose que j'avais déjà eu à traiter avant
ce traumatisme-là. Et il m'a dit que si je le disais à ma mère, elle allait mourir. Et donc moi, je voulais pas que ma maman meure. Donc je me suis engouffrée vers ce secret parce que c'était aussi pour moi une façon, alors d'abord d'être plus vertueuse, parce que de quelque chose de sale qui m'était arrivé, je devenais magique. En gardant ce secret, ma maman, elle est restée en vie. Donc c'est fort quand même de pouvoir avoir cette capacité-là. Et puis avec ce secret, ça faisait en sorte que ça n'avait pas eu lieu, puisque c'était le nier. Donc moi, ça m'arrangeait bien, quelque part, de ne rien dire aussi. Alors, tu dis que c'est parce que c'est ton âme d'enfant. Je crois que malheureusement, quand on a un choc, quel qu'il soit et à n'importe quel âge, le cerveau a cette capacité en fait essayer de nous faire oublier et de nous mettre dans cette zone d'ombre en fait pour nous protéger. Et donc c'est le cas, enfin en tout cas évidemment des enfants, mais aussi même des adultes qui vivent un choc très violent, qui en fait se protègent en se disant, qui créent cette zone trouble de c'est pas si grave que ça. Le cerveau est biaisant. Ici, on peut le dire plus qu'ailleurs, mais en fait, même enfant, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dissocié parce que j'ai un corps d'enfant, je suis une enfant, j'ai 8 ans, mais mon cerveau prend une décision d'adulte. Le cerveau, c'est quelque chose de magique. C'est comme un pansement, un médicament. Il sait quoi faire pour vous, comment vous faire du bien. Et cette dissociation, c'était essentiel pour moi parce que sinon, j'aurais pas pu y survivre. Mais ceci dit, après, il faut rebasculer à un moment donné. On va en parler. Alors donc cet homme-là, il te menace, il dit que ta mère va mourir, mais ce que tu expliques très bien, c'est que au-delà de ça, il continue pendant très longtemps à avoir une emprise sur toi qui te fait aussi énormément souffrir. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? L'emprise, elle a duré 8 ans, donc de mes 8 ans à mes 18 ans, parce que il a voulu... il est resté vraiment, à mon avis, 3 mois dans la vie de ma mère, donc on ne s'est pas revus vraiment physiquement. Mais par contre, il savait quand me joindre et il appelait. Et là, c'était une autre forme d'agression, puisqu'en fait, lui se masturbait au téléphone. Moi, je devais l'encourager, mais je ne savais pas comment faire. Donc, c'est lui qui me dictait ce que je devais dire. Après, même, à un moment donné, il a voulu que je me touche, ce que je n'ai pas fait, puisque c'était que par téléphone. Mais néanmoins, je lui disais que je le faisais. Et puis mon apprentissage sexuel s'est fait à l'aune de ces années d'emprise aussi. C'est très troublant parce que je voulais que ça se passe, parce que je savais que ça allait se passer, mais je voulais que ça se passe vite et que ça se passe bien. Et pour ça, il fallait être bonne. Et donc, moi, il m'avait dit à mes 8 ans que que j'avais été bonne, que j'étais presque meilleure que ma maman. Ouais, douée. Douée. Donc c'était difficile à entendre. Et puis après, finalement, je me suis dit que douée, c'était bien parce que ça le faisait aller vite. Et que moi, ça m'arrangeait aussi. Donc, cette emprise a duré effectivement 10 ans. Et là, toujours, tu ne dis rien à personne? Je dis rien à personne parce qu'en fait, j'étais persuadée depuis le début que fallait que j'atteigne mes 18 ans. Parce qu'à 18 ans, je suis responsable de moi, je peux me débrouiller toute seule. Parce qu'en me menaçant, il m'avait dit aussi que si ma mère mourait, qu'est-ce qu'on ferait de moi? J'avais pas vraiment de père, j'avais pas vraiment de famille, donc il m'avait dit de tirer à la DAS. Donc moi, je voulais pas. Je me suis dit non, ma mère, c'est mieux. Donc il fallait que je tienne jusqu'à mes 18 ans, et ce que j'ai réussi à faire. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec ta mère? Alors, difficile. Ils ne l'ont pas été jusqu'à ce que j'écrive ce livre. En fait, elle a appris à l'âge de 36 ans, enfin quand j'ai eu 36 ans, ce qui m'était arrivé. Pas avant. J'aurais voulu d'ailleurs ne jamais lui dire. Donc à 36 ans, ça allait. Elle a été triste, elle a été malheureuse, bien sûr. Mais là, ce qui est plus difficile avec le livre, c'est qu'elle va être confrontée au regard des autres. Au regard des autres, à la vérité, et à sortir de ce déni de pourquoi est-ce que j'ai pas vu, en fait. Oui, les gens vont la juger. Et en fait, visiblement, elle est plus sensible parce que les gens vont dire d'elle que par la souffrance que moi j'ai eue. Oui, alors c'est vrai que c'est très dur pour des parents, ça arrive beaucoup que des parents soient dans un déni, en fait, mais qui est aussi inconsciemment de pouvoir accepter qu'ils n'ont pas pu protéger leurs enfants. Mais moi, je ne lui en veux pas.
Dans ce livre, il n'y a rien qui peut penser que je lui en veux. Je ne lui en ai jamais voulu, je ne l'ai jamais jugée, donc elle ne pouvait pas savoir euh, parce que j'ai été très bonne, Très douée. très douée dans la défense du secret. Donc, Alors, tu l'as dit parce qu'en fait, cette force que tu as en toi et ce courage, comme tu l'as évoqué, il vient aussi, enfin, tu as malheureusement eu d'autres expériences avant celle-là qui t'avaient déjà un peu endurci, oui. déjà préparé probablement à ce destin. Est-ce Mm. que on peut en parler? Oui, alors avant, donc ce qui m'est arrivé à 8 ans, ma mère m'avait laissée chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Et mon grand-père était un homme adorable, sauf quand il buvait. Et quand il buvait, il était violent avec ma grand-mère. Et depuis très longtemps, donc le rôle de ma mère avait été de protéger ma grand-mère. Dans la fratrie, c'était elle. Et je pense qu'inconsciemment, elle m'a confiée chez mes grands-parents pour que moi, j'endosse ce rôle, pour continuer de protéger ma grand-mère, ce que j'ai fait. Mais toujours sans rien dire, en fait. Donc c'est pour ça que le secret, c'était quelque chose que j'avais déjà expérimenté. Et donc, très petite, j'ai dû me mettre entre les menottes, les coups et ma grand-mère, ou le couteau et ma grand-mère pour la protéger, et ça marchait. Donc moi, j'étais déjà miraculeuse à l'époque. Enfin, c'était le sentiment que j'avais. J'ai grandi avec cette conviction-là. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est impressionnant. On parle beaucoup d'héritage invisible qu'on se transmet de génération en génération, notamment les femmes. C'est vrai que toi, pour le coup, c'est la grand-mère, la mère, puis toi, agressés. En tout cas, là, c'est des hommes qui se protègent les unes des autres, mais finalement, qui n'arrivent, en tout cas, peut-être jusqu'à toi maintenant, à briser cet héritage. Et que finalement, toi, tu fais aussi dans ce livre pour dire maintenant le silence et la honte doit changer de camp. Et c'est vrai que je pense que, moi, je suis persuadée qu'à terme, ta mère, à un moment, comprendra ce geste très courageux. Ce qui est impressionnant, c'est quand on te parle et quand on a discuté ensemble au téléphone, tu as une bonté, une lumière, je l'ai dit au début. C'est vrai que toi, ce que tu m'as tout de suite dit, c'est que ça ne sert pas à rien, et en tout cas pas pour le mal. Et donc, tu en as fait ton chemin de croix, si je puis dire. Oui, faut faire du bien pour ne pas vivre pour rien, en fait. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et j'ai décidé que tout ce qu'on m'avait imposé avant, j'allais le transformer. Donc en fait, quand il m'est arrivé ça petite, à 8 ans, je me suis dit, OK, il m'a pris mon enfance, j'allais y retourner pour la réparer. Quand j'ai pris un biberon pour me sortir de mes problèmes d'anorexie plus tard, il m'avait pris ma candeur, j'allais garder toujours le pouvoir de l'émerveillement. Il m'avait pris ma première fois, j'allais m'en refaire une autre, m'en reconstruire une autre. Il m'avait imposé le silence, je ferais un métier de communication. Il m'avait imposé le secret, je dirais toujours la vérité. Je me suis dit, si ça c'est la vie, ça ne peut pas être ça, donc je vais prendre tout le contraire. Donc c'est ce que j'ai voulu. En fait, si on ne fait pas sens avec ce qui nous arrive, on fait une carrière de victime toute sa vie. Et ça, je ne le voulais pas. C'était pas pour moi. Est-ce que tu crois, on va en parler de tout ce que tu as évidemment traversé avant d'être cette femme qui tient tant debout, mais est-ce que tu crois on est tous capables? Je suis persuadée que oui. Je suis persuadée qu'à tous les moments de sa vie, on peut changer de direction. D'abord parce qu'on n'est responsable que de sa propre vie. Donc si nous, on ne le fait pas, personne ne peut le faire pour les autres. Et puis, il faut être attentif aux signes du destin, aux signes de la vie. Rien n'est dû au hasard. Tout le monde peut le faire si on est en capacité à capter ces petites choses de la vie, ces petites choses du destin, ces infinis liens qui font que c'est maintenant que la lumière est là, je la prends, je la capte, je la lâche pas. Voilà. Alors évidemment, tu as quand même une enfance très bouleversée, et tu le racontes dans ton livre, par de l'anorexie, tu viens de l'évoquer. Et est-ce que tu peux nous expliquer toutes ces formes en fait où probablement ton corps exprimait cette souffrance? Mais j'étais cantonnée au secret, donc il fallait bien que ça sorte d'une autre manière. Et en fait, moi, je voulais pas être désirée.
Et pour pas être désiré, il faut pas être désirable. Et dans un cerveau de petite fille, à 8 ans, l'équation, elle doit être facile à résoudre. Donc pour moi, si j'étais moche, si j'étais grosse, bah, je ne serais pas désirée. Donc d'abord, j'ai grossi. Puis après, quand à l'adolescence, il y a la poitrine, le corps qui change, tout ça, donc je me suis dit non, ça va pas. Donc je me suis mise à arrêter de manger. Et puis j'ai fait des yo-yo comme ça, plus 30 kilos, moins 30 kilos, beaucoup de fois. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un dans ma vie qui m'a beaucoup aidée et par hasard et qui m'a demandé un jour de remanger et que j'étais une toute petite chose très, très frêle. Il m'a demandé de remanger et j'ai voulu le sauver lui, parce que lui avait des choses à sauver. J'ai voulu le sauver et je lui ai dit oui. Et donc je me suis dit, bon, je suis rentrée chez moi en me disant: «Mais comment je fais pour remanger?» Parce que pour moi, c'était infranchissable, le fait de pouvoir, mettre quelque chose dans ma bouche et de l'avaler aussi simplement que ça, c'était pas possible. Donc je me suis dit: «Je retourne dans l'enfance. Mais à partir de demain, ma vie sera belle». Donc je suis allée chez Bonpoint m'acheter un très beau biberon, alors que j'avais pas un rond et je me suis dit que j'allais reprendre ma vie du début. Donc j'ai commencé par de la poudre au premier âge pendant des mois, puis deuxième âge et après les petits pots et tout ça et c'est comme ça que j'ai réussi à reprendre. Rééduquer. Et comment cette idée t'est venue de faire ça? Tu l'as lu, tu l'as vu, Là, je me suis réveillée, enfin j'ai fait cette promesse, un soir et je me suis réveillée le matin avec cette idée et je ne sais pas du tout d'où ça m'est venu. En tout cas, c'est ça qui t'a sauvée? Oui. De reparcourir cette enfance et cette adolescence. Alors ça n'a pas été aussi facile que ça parce que quand on a été anorexique et boulimique, c'est une addiction et tous les gens qui ont une addiction savent que de toute manière, c'est pour toute la vie. Donc il faut être humble en se disant qu'on n'est jamais guéri et moi, j'ai quand même après ça vécu, pendant des années et je vis encore. Je me suis un peu allégée mais j'ai mangé, sans sel, sans sucre, sans gras, sans huile, sans beurre, sans fromage, sans rien que ce qui pousse et ce qui se tue, grillé ou à la vapeur. Donc j'étais un cauchemar. Je rigole, mais est-ce que Je mettais mon doigt sur un plat quand il m'arrivait au restaurant, s'il luisait, je renvoyais, les gens avaient vraiment peur avec moi. Et j'ai tenu comme ça parce qu'il me fallait un cadre, parce que si j'avais pas de rigueur, j'avais peur. Et donc, dans tous ces moments-là et tout ce qui se traduit avec ton corps et ta manière aussi d'être, ta posture, personne ne te pose jamais de questions, mais pourquoi, Claire, es-tu comme ça? Non, parce qu'en fait, tout le monde se sert de moi. Parce que comme je suis très, très vaillante, comme je suis très docile, comme je fais tout bien, comme à l'école ça va bien, quand je prends des bonnes notes, je fais des bons exposés, enfin, tout le monde a besoin de moi. Donc tout le monde dit avec Claire ça va, Claire elle va te le faire, Claire elle est gentille, Claire elle va t'aider. Si je me lance un défi, si quelqu'un me demande quelque chose, je vais réussir parce qu'il n'y a pas moyen que j'échoue. Donc en fait, oui, j'étais très dure, très rigide, mais ça allait bien à tout le monde. Alors ce qui est vrai, c'est que toute ta vie, tu as aidé les autres et tu le fais encore aujourd'hui. Oui. Notamment dans ton livre, tu dis qu'à un moment, tu es tombée amoureuse de quelqu'un de malade, tétraplégique. Oui, pas malade, tétraplégique. Oui. C'est un état. Exactement, pardon. Je l'ai aimé comme ça, mais aimé vraiment, vraiment, hein, aimé vraiment d'amour, mais je l'ai aimé aussi parce que je pouvais le sauver et j'ai cru, comme j'étais miraculeuse et magique, et bien que j'ai quand même une tête bien faite, enfin, j'en ai quand même été persuadée très longtemps. Et j'étais persuadée que j'allais le faire remarcher. Et alors évidemment, j'ai pas réussi, mais j'ai quand même réussi à le remettre debout dans la vie, à faire qu'il soit digne. Et que les gens le voient comme quelqu'un de normal. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu l'as aidé. Et finalement, lui, peut-être aussi un peu aidé, parce que c'est grâce à lui que tu as rencontré l'homme de ta vie aujourd'hui. C'est assez beau. Alors, entre le moment où je l'ai quitté, ce qui a été très dur, parce que quitter quelqu'un qu'on aime, c'est dur. Quitter quelqu'un qu'on aime qui est handicapé, c'est encore plus dur. Il y a une vraie responsabilité, c'est extrêmement compliqué. Après, j'ai été avec un autre homme
qui lui m'a quittée. Mais effectivement, c'est quand j'étais avec cette personne tétraplégique que j'ai rencontré une famille dont plus tard j'ai épousé un des frères. Et alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de quitter cet homme que tu aimais À quel moment tu t'es dit, tu dis quoi? Il faut que je change de vie, il faut que je... Non, je savais que si je restais avec lui, c'était jusqu'à ce que mort s'en suive, mais pour moi. T'avais fait ton chemin à ses côtés. C'est très dur d'être avec une personne tétraplégique. Les personnes handicapées sont des gens en souffrance qui sont extrêmement durs mentalement avec vous. Et moi, j'avais déjà un bagage qui était très lourd. Et sa famille, en plus, était très dure avec moi. Et donc, à un moment donné, je n'ai plus pu, mais physiquement, je suis partie. Et lui, pareil, ne savait rien de ton histoire? Non. Et donc... Je l'ai dit à aucun homme, excepté mon mari. Et comment ton mari a réagi quand tu lui as raconté ces tant d'années de secret? Il m'a dit, je sais pourquoi je t'aime et je sais pourquoi je t'aime encore plus maintenant. Donc il t'a poussé à écrire ce livre? Non, absolument pas. C'est un hasard qui m'a poussé à écrire ce livre, mais c'était pas lui. Et comme il est beaucoup à l'étranger, je lui avais pas dit que je l'écrivais. Et un jour, il est rentré de voyage et je lui ai dit, tiens, regarde, j'ai écrit ça. Et en fait, il m'en a beaucoup voulu. Ce qu'il m'a dit, c'est la première fois que tu me caches quelque chose. Mais il l'a lu tout de suite, évidemment. Il en a été fier. Donc, ce qui est important aussi comme message, c'est qu'on peut passer des années dans le silence, et une forme de protection, jusqu'au jour où on rencontre quand même des gens de confiance qui sont capables de nous écouter, de nous comprendre. Parce que c'est vrai qu'il faut essayer d'expliquer, je pense, on est malheureusement beaucoup de femmes et beaucoup d'humains à vivre toute forme de violence. Mais en tout cas, en tant que femme, on nous dit qu'on a dans notre entourage obligatoirement une femme qui a été victime de violences sexuelles. Alors, moi, j'ai eu une grande chance, et comme j'ai pris le contraire de tout ce qui m'était imposé, je suis partie du principe que c'est pas un homme qui allait contaminer toute ma vie amoureuse. Et donc, je me suis mis à aimer beaucoup les hommes. Alors, je ne vais pas être avec tous les hommes, hein, mais j'aime les hommes. Je les trouve merveilleux, je les trouve forts, je les trouve gentils, je les trouve beaux, je les trouve admirables. Et donc, celui qui m'a fait ça n'a pas eu d'impact sur toute ma vie amoureuse. Et puis aussi, ce qui est important de dire aux femmes qui ont vécu ce genre de choses, c'est que si un homme vous a fait ça, il y en a peut-être un qui va vous sauver. Et moi, j'en ai plein qui m'ont sauvée. Cet homme qui m'a demandé de remanger, lui m'a beaucoup aidée. Ça a été un point de rupture dans ma détresse. Celui qui m'a permis d'écrire ce livre m'a aidée. Celui qui m'a dit « va écrire », il a senti qu'il fallait que j'écrive. Je l'ai écouté. Sur votre vie, la vie est jalonnée de gens, de choses. Il faut savoir, par contre, bien observer, bien écouter. Et c'est là où vous captez aussi ce qui peut vous sauver. Est-ce que tu as l'impression que écrire ce livre et libérer cette parole te sauve aussi? Alors moi, non. Moi, ça ne me sauve pas. Par contre, ça donne du sens. C'est-à-dire que je pense que rien n'arrive par hasard et que ce qui m'est arrivé devait m'arriver. Et ça devait m'arriver pour quelque chose. À moi de découvrir ce quelque chose. Si à travers ce livre, je peux aider ne serait-ce qu'une personne, moi j'ai trouvé le sens de ma vie. Moi, ce livre va en aider, je pense, beaucoup. Et donc, à nouveau, bravo et merci. Tu te décris comme une profondément hypersensible. Est-ce que tu as l'impression que ces épreuves te l'ont surdéveloppé ou tu l'étais déjà à la base? Alors ça, je ne saurais pas dire, mais en tous les cas, ça a tout exacerbé pour sûr. Ouais. Je sais pas si je l'étais déjà, mais en tous les cas, je le suis devenue énormément. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, donc quand on est... donc là, on te voit vraiment forte et reconstruite. Enfin, je crois que tu n'as jamais vraiment été déconstruite. Mais ça n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y en a qui s'écroulent. Quel est ton premier conseil parce qu'évidemment, on s'est donné du sens, mais quand on n'y arrive pas, quel est ton premier conseil ou est-ce que tu avais quelque chose qui te rattachait à cette lumière? Mais d'abord, c'est normal de s'écrouler. Moi aussi, je me suis écroulée. Ça n'a pas été
claque comme ça en un coup de doigt. Non, je pense qu'il faut toucher le fond pour rebondir. Moi, quand j'ai été une toute petite chose anorexique, je donnais pas cher de ma peau, vraiment. Euh, mais je pense qu'il faut faire rentrer la vie euh, quand elle est presque plus là. Et c'est les petites choses, les petits liens qu'on va savoir capter, donner, euh, sourire. Généralement, quand vous êtes gentil, les gens vous rendent votre gentillesse. Moi, je ne peux pas imaginer quelqu'un qui dise non à la gentillesse. Donc, il faut expérimenter ce genre de choses. Vous pourrez aller à la boulangerie, souriez, demander comment ça va. C'est déjà un petit truc qui vous rallie à la vie. Évidemment, aujourd'hui, c'est, je pense, plus compliqué parce que on est un peu autosustentatoire, quoi, avec les téléphones portables, les tablettes. Finalement, on vit dans un monde assez virtuel. Moi, j'ai pas eu ça. Faut surtout pas s'enfermer là-dedans. Parce que du coup, effectivement, le lien, vous ne l'avez plus. Je pense que lire aussi est une très bonne chose parce que ça capte la vie, c'est de l'oxygène. Vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont vécu aussi des choses peut-être plus graves que celles que vous traversez et qui ont réussi à les surpasser, à les transformer. Et alors, vous pouvez peut-être vous dire que si eux, ils sont arrivés, vous aussi, vous allez pouvoir y arriver. Et puis croire. Parce que croire, c'est déjà la promesse de quelque chose d'autre qui est possible. Voilà. Écoute, il n'y a pas de hasard, tu décris exactement ce qu'on essaye aussi de communiquer chez Cerveau Puissant. Tu t'appuies beaucoup sur les travaux de Boris Cyrulnik, et c'est vrai que là, quand on t'écoute, toi, ce que tu aimes, c'est cette idée de faire sens, permet de sortir du chaos. Euh, Est-ce que tu l'as lu et ça t'a parlé, ou est-ce que, en fait, plus tard en lisant, tu t'es dit, ah, mais il pense comment, à quel moment il est arrivé dans ta vie? Il est arrivé dans ma vie, au début, j'ai dû lire un magazine où on en parlait. Mais tu as quel âge à peu près? Je suis adolescente, je dois début de l'adolescence. Et puis aussi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Monterland qui dit « Tout est blessure quand on est blessé ». Donc en fait, quand vous êtes blessé, vous allez vers tout ce qui peut vous rapprocher de vos blessures. Et donc Boris Cyrulnik, c'était bonne pioche parce qu'il a traversé quand même l'horreur. Et donc quand j'ai découvert qui il était, ce qu'il avait traversé, et parfois des phrases comme ça extraites de ses livres, je me suis dit, waouh, si lui, ce qu'il a traversé pendant la guerre, il a perdu sa famille, il est psychologue, il arrive à aider les autres, mon Dieu, c'est quand même intéressant de s'y plonger. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à lire, alors beaucoup, oui, venant de lui, et c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur ce qu'il dit, mais d'autres aussi. J'ai toujours beaucoup aimé les citations parce que c'est très résumé. Donc vous vous dites que savoir mettre si peu de mots à la suite pour faire quelque chose d'exceptionnel. Il y a une autre phrase de Cocteau, par exemple, moi, quand j'ai jamais voulu haïr. Et quand Cocteau dit « ne haïr que la haine », moi, j'avais toute ma vie de résumé. Et donc, je me suis accrochée à ça. Et les citations, je les ai aimées dès mes 10 ans, je vais dire. Ouais, écoute, on a ça en commun. Et ce qui est vrai, c'est que ce qui est important aussi, c'est de se trouver des rôles, des mentors. Et tu le dis dans les livres, des choses qui nous font du bien, du baume au cœur, en fait, qui vont pas nous aider tout de suite, mais qui vont quand même se mettre dans notre... Qui vont germer. Exactement, qui vont germer. Et c'est des petites phrases finalement assez simples, mais qui vont nous porter. Et puis à un moment, quand ça s'organise mieux dans la tête, on arrive à avoir des élans. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment important de s'appuyer aussi sur des gens qui ont traversé des épreuves similaires ou d'autres épreuves. Ça nous aide. On est là quand même, nous, humains, pour s'aider les uns les autres. Surtout. Voilà, sinon, ça n'a pas de sens d'être ensemble sur Terre. Non. Alors, toi, tu as cet amour incroyable quand même que tu donnes aux autres. Et tu n'as pas souhaité être mère. Non. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, faut faire des enfants, faut faire des enfants pour de bonnes raisons.
Et si vous avez de bonnes raisons de ne pas en faire, il faut s'écouter. Après, moi, je ne peux pas reproduire ce que je n'ai pas connu. Je n'ai pas eu une enfance joyeuse, merveilleuse, donc je n'ai pas eu la nostalgie de ça et vouloir l'offrir à mon tour. J'ai eu aussi donc, ce rapport au corps compliqué et j'estime que je m'en suis super bien sortie. Et je n'ai pas voulu remettre tout en jeu, à la fois regrossir, avoir à remaigrir. Je savais ce que j'avais traversé pour en arriver là et j'ai pas voulu m'infliger ça. J'étais aussi... alors j'ai voulu en faire jusqu'à ce que j'ai un homme pour le faire. Parce que aussi c'est un diktat pour la femme que d'en faire. Et puis quand j'ai eu mon mari, je me suis dit en fait non, j'en veux pas. Parce que mon bonheur, il est magique, il est exceptionnel, il me suffit. Et puis aussi pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, d'hérédité. Je pense que moi j'ai voulu rompre avec la victimisation des femmes dans ma famille, le fait qu'elles ne veuillent pas s'autoriser au bonheur. Et je me suis dit, c'est pas la peine. Peut-être de refaire une autre lignée comme ça. Je sentais pas que c'était nécessaire pour moi. Donc voilà, toutes ces raisons ont fait que j'en voulais pas. Mais pour autant, je suis hyper maternelle. Donc avec mon mari, avec mes amis, j'ai eu 2 chats que j'ai considérés comme mes enfants, qui ressemblent un à mon mari et un à moi, même physiquement. Donc, dans nos caractères et physiquement. Mais pour le coup, c'est un truc, on voit plus les maîtres ou les maîtresses avec les chiens dans la rue, mais c'est quand même très drôle. Le chien ressemble toujours au maître, c'est la même, enfin c'est drôle en fait. Et donc c'est vrai aussi pour les chats. Oui. Nous, on a un lapin, enfin moi j'ai vu des chiens toute ma vie, on a un lapin, franchement, mais il est trop mignon et c'est vrai qu'il a notre énergie, quoi. Les animaux sont hyper intelligents, ils sont aussi là pour nous aider, nous accompagner. Et beaucoup ont des animaux en plus des enfants, au lieu d'enfants. Enfin. Mais d'ailleurs, donc j'avais 2 chats et j'ai commencé ce livre parce que j'ai été un petit peu assignée à la maison parce que un d'eux était malade et que j'ai voulu l'accompagner dans sa maladie et être là vraiment. Donc c'est pour ça que j'avais du temps et que cet ami m'a dit « écris ». Et je l'ai sauvé. Je savais que je le sauverais. Donc, je l'ai sauvé. Et par contre, sa sœur est tombée malade quelque temps après. Et là, je savais que je la sauverais pas, par contre. Et j'ai fini ce livre le jour de sa mort. Mais non. Oui. Et leur ronron thérapeutique m'ont considérablement aidée. Impressionnant. Je savais que les chevaux avaient le rapport au cheval avait un process très thérapeutique, je sais, mais bon, de manière, les animaux. Les ronrons, c'est avéré, en fait. D'accord, je sais. Ah oui. Alors d'abord, si vous êtes en convalescence avec un chat, vous allez cicatriser 2 fois plus vite que si vous n'avez pas de chat. Pour les personnes qui ont des problèmes de tension, de cœur, le rythme du ronron va faire diminuer votre tension, votre pression. C'est incroyable. Ah oui. Le ronron est thérapeutique. La nature est tellement... Regarde, les Japonais, ils font des cafés avec des chats. Ouais, c'est vrai. Pour les gens qui ont besoin de liens, de tendresse et de calme, aller prendre un café avec des chats. Non, mais c'est vrai que, bon, malheureusement, j'imagine que c'est pour évidemment des raisons d'hygiène, mais il y a quelques hôpitaux où il y a des animaux et on dit que ça aide énormément les malades. Et des EHPAD. Parce que les personnes âgées, elles sont... les EHPAD, c'est très compliqué, la gestion, le manque de personnel. Et les animaux vont aider à avoir ce lien qu'elles n'ont plus. Merci de m'avoir appris ça aujourd'hui. Si quelqu'un t'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qui traverse quelque chose de silencieux, de lourd, qu'est-ce que tu aimerais vraiment lui dire pour conclure notre échange Qu'il faut croire en la vie, que c'est un beau chemin et que si on croit aux belles choses, elles arrivent, que le destin a forcément, moi je crois beaucoup au destin, le destin a forcément prévu quelque chose de magique quelque part et qu'il faut être attentif pour le découvrir. Merci Claire, j'étais ravie de te recevoir et très émue de tout ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une lumière qui rayonne. On est clair. Ouais. Et donc, merci de ta confiance et de ce magnifique message que tu nous transmets aujourd'hui. Et donc, évidemment, il faut lire ton livre
qui est, je crois, cette parabole et cette douceur dont on a tous besoin, même si nous n'en avons pas traversé quelque chose de similaire. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci Claire. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes, soutenir Cerveau Puissant et suivre toutes les actualités, les échanges à venir et les contenus que je prépare pour continuer à nourrir ce qui fait vraiment la différence.